Donc bonjour à tous, on va faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons appris, car vous savez, YouTube nous a supprimé ce fameux chapitre 2.1 qui était le chapitre le plus intéressant pour les personnes qui veulent bien sûr comprendre ou savoir l'histoire. Et donc on va faire tout simplement un petit résumé de tout ce qu'on a appris. Nous sommes allés d'abord du côté de la préhistoire. Donc les scientifiques disent que les premiers hommes sont noirs, ça c'est pas nous qui le disons, et nous avons aussi observé que les ossements les plus anciens au monde, qui concernent entre guillemets des personnes qui ressemblent aux êtres humains, sont également en Afrique. Donc nous confirmons également ce que disent les scientifiques, donc les premières personnes sont des personnes noires. Ensuite, nous sommes partis du côté de l'écriture, car vous savez que juste après la préhistoire, nous avons l'écriture. L'écriture, c'est l'Égypte antique. Et nous avons vu que dans leur hiéroglyphe, c'est-à-dire leur langue ou leur écriture, si vous voulez, nous avons vu que KM veut dire l'homme noir. Donc les Égyptiens étaient des hommes noirs. Ensuite, il faut savoir que ce terme KM a été également confirmé. En tout cas, nous avons confirmé le terme KM par la Bible. Et donc dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Kem, qui veut dire l'homme noir. Et donc ça confirme le hiéroglyphe homme noir en tout cas chez Anta Diop ou de ce que vous appelez les afrocentristes. Donc nous confirmons ces dires-là. Nous savons que les Égyptiens étaient des hommes noirs. Ensuite, nous sommes partis plus loin. Nous avons également dit que les Juifs ou les Hébreux sont aussi des hommes noirs, car avec l'histoire de Moïse, si les Égyptiens sont noirs, en tout cas, c'est pas si, mais les Égyptiens sont des hommes noirs, donc forcément, si les Hébreux avaient été différents d'eux, forcément, en tout cas en termes de couleur de peau, forcément, ils auraient vu que Moïse était différent d'eux. Or, ça ne fonctionne pas si les deux ont les mêmes couleurs de peau. Donc forcément, si les Égyptiens ont la même couleur de peau que les Hébreux, ce qui fonctionne, donc forcément, ils ne peuvent pas savoir que Moïse est un Hébreu. Donc, nous avons dit également que les Hébreux étaient noirs. Donc, nous disons que la Bible est égale à l'homme noir, c'est égal aussi au hiéroglyphe qui est égal à l'homme noir, c'est égal également à la préhistoire qui est l'homme noir. Donc, en fait, tout se suit et tout est logique, c'est tout à fait normal. Et pour aussi confirmer nos dires, nous sommes partis voir les historiens les plus anciens au monde, c'est-à-dire Hérodote, Diodore de Sicile, Tacite, etc., etc. Donc eux-mêmes, qui sont bien sûr beaucoup plus anciens que nous, largement, qu'ils ont vu bien sûr beaucoup de choses, qu'ils ont vu des peuples qui étaient bien avant nous, eux confirment également que toute l'Afrique et toute l'Arabie et une partie de l'Europe, dont la Grèce, étaient tout simplement des personnes noires. Donc là, vous ne pouvez absolument rien faire contre Hérodote, le père de l'histoire, et même tous ces historiens. Il s'est même parti voir Pierre Davati au XVIe siècle, lui qui lui confirme tranquillement, et lui, franchement, dans une œuvre magnifique que je vous conseille de lire, qui est la description générale de l'Afrique, partie 2. Et donc dans son livre écrit en ancien français, il nous dit que le pays des Juifs, ça va en fait du royaume de Dahomey jusqu'au royaume Congo, donc en fait en passant par l'Abyssinie centrale, entre guillemets, on va dire l'Afrique centrale, et donc ça nous confirme que Israël, donc le pays des Juifs, est en Afrique. Là c'est tout ce qui est logique. Ensuite nous sommes partis du côté de ça c'est un travail bien sûr personnel de notre part, c'est que ce fameux Assyrie nous intriguait, ce fameux pays Assyrie nous intriguait. Donc nous sommes partis voir Assyrie, et donc nous sommes partis voir dans une source africaine qui est la Bible, et nous avons confirmé aussi que Assyrie était en Afrique. Mais il y a un problème, car toutes les sources sont en règle générale grec, hébreu, parfois arabe, parfois dans d'autres langues. Mais si on veut passer d'une langue à une autre, on est obligé d'établir un dictionnaire étymologique. Donc dire qu'on est français, c'est bien, donc parler la langue française, c'est bien, mais allez demander aux Français que veut dire le terme France, vous verrez, c'est le néant. Donc savoir parler une langue, c'est bien, mais la signification, c'est autre chose. Donc souvenez-vous, nous avons vu que l'écriture consonantique, c'est-à-dire l'écriture hiéroglyphique, est la mère de toutes les écritures, c'est-à-dire tout dérive des écritures hiéroglyphiques, c'est-à-dire l'écriture des consonnes. Et donc, ce qu'il fallait retenir, c'est que dans un mot, ce qu'il faut retenir, ce sont les consonnes. Prenons un exemple, du côté, on va dire, religieux.
vous connaissez Abraham. Donc Abraham, c'est du côté hébreu. La racine, c'est B-R-H-M. Et ce B-R-H-M en arabe donne tout simplement Ibrahim. Eux, ils ont remplacé les A par des I. Donc en fait, tout dépend de la convention que vous prenez. En tout cas, tout dépend de la langue de votre peuple. Et donc, en fonction de la langue de votre peuple, ils vont choisir des A, des I, des O, des U. Tout est en fonction de vous, tout simplement. Hein. Donc, ne soyez pas surpris que des fois, dans d'autres langues, on prononce tout simplement autrement. Donc, si on va du côté du prénom de Jésus, qui est un prénom très, très intéressant, dans diverses langues. Donc là, vous voyez Jésus en français, ça c'est connu. Vous avez en polonais Jesus. Okay, donc vous voyez bien que le S est transformé en Z. Vous avez en néerlandais, on dit Jossa. Donc le J s'est transformé en une voyelle. Donc vous voyez bien, c'est toujours autour du S. Donc la racine consonantique de Jésus, en fait, c'est le S. Hein. En breton, on dit Jesus avec un Z. Okay, donc on voit que le S est transformé en Z. Ensuite, on a en italien qui est très intéressant, ils disent Gesù, donc avec un G. Donc le J en italien a été transformé en G. Ensuite, on va de l'autre côté. Donc en vietnamien, nous avions Jésus, donc le J est égal au G. Et le S s'est transformé en X. En haïtien, il dit Jésus, donc le S s'est transformé en Z. En arabe, on connaît c'est Issa. Lingala, on a Yezu avec un Z, mais il y a aussi Yesu avec un S également. Donc voilà l'étymologie. Donc, qu'avons-nous appris avec ce mot, en tout cas avec le prénom Jésus? Nous avons vu que le J est égal au G, est égal au I, est égal au Y dans différentes langues. Nous avons vu que Jésus peut se prononcer dans d'autres langues comme Yesu, ou comme Yezu, ou comme Yezu, ou comme Issa. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le J dans un mot peut être considéré comme une voyelle. Donc, quand vous voyez le prénom Jésus, ce qui est le plus important, la racine consonantique, c'est S. C'est le S de Jésus, car Jésus veut dire S. Ok? Continuons. Nous avons vu également diverses déclinaisons du S, c'est-à-dire étymologie. Hein. Donc Jésus peut se dire Yesu, ou peut se dire Yezu, et peut se dire aussi Yezu. Donc le S est égal au Z est égal au X. Mais on a aussi relevé que lorsque vous dites Jésus en français, le S n'est pas prononcé à la fin. Et aussi dans d'autres langues, nous avons vu qu'il manque souvent des S. Donc en fait, c'est comme si le S était muet. Et donc on peut le considérer comme un H. Donc on peut aussi également ajouter que le S est égal au Z est égal au X, mais est également égal au H. Donc petit cours, bien sûr, de CP, hein, entre guillemets. Donc quand la lettre fait le son S, il part de la lettre T. Donc la lettre T fait le son T, comme dans tartine, on entend deux fois le ton T, tartine. Mais la lettre T peut aussi faire le son S, quand elle est suivie de yon, yan, ya, yé. Exemple, quand on dit indication, la patience, une initiale, des acrobaties. Et on peut encore aller un peu plus loin. Les syllabes, ils disent avec le T qui fait S. Le plus souvent, on trouve tion, tian, tia, tié dans la dernière syllabe du mot. Donc acrobatie, indication. Ils donnent des exemples, indiquer une indication, autoriser une autorisation. Ils font ensuite des exceptions. Ils disent émission, profession, dimension. Donc exemple, on voiture mais on n'entend pas le son S comme dans la question ou comme dans la partie. Donc ça, ce sont des cours bien sûr de CP, des cours de prononciation pour différencier le S et le T. Donc, si vous tapez la lettre T sur Wikipédia, on apprend quelque chose. Souvent aussi T s'adoucit en D. Donc T est égal à D. Et donc plus loin, ils disent en latin, mendax est passé à menteur. Donc le D est passé au T. Mentior, mentir. Et vous avez pando, étendre, qui est passé à patalus, etc., etc.
Okay, donc on apprend que le T est égal au D. Donc faisons un petit récapitulatif. Donc voyons bien ce que nous avons encore appris. Donc soyez attentifs car ça va, là c'est un peu compliqué. Okay, soyez attentifs. Donc S est égal au T. Donc exemple, nous avons vu indication. Donc quand vous dites indication, le T est prononcé S. Le T est égal au D. Nous avons vu que à la base c'était mendax en latin, c'est devenu menteur en français. Donc on peut arracher dans notre étymologie que le S est égal au Z, est égal au X, est égal au T, est égal au D, est égal au H. Mais on peut encore aller plus loin. Pour les curieux, on peut aller encore plus loin. Lorsque vous dites il tend, lorsque vous dites je tends, quand vous dites tant, tant que, etc. Quand vous dites le temps, la lettre D, S, T et même PS sont aussi comme muettes et donc peuvent être aussi considérées comme un H. Donc en fait, l'étymologie est bien vérifiée. Ensuite, pour le X, nous prenons comme exemple heureux. Quand vous dites je suis heureux, heureux prend un X. Donc le X, c'est comme s'il était considéré comme muet, donc comme un H. Et donc nous avons vu tout à l'heure que le Z est égal au J, est égal au I, donc est considéré comme une voyelle. Et donc, quand on dit voyelle, c'est comme si c'était absent. Donc, c'est comme si vous avez un H, car nous avons dit que c'est l'écriture consonantique qui est le plus important. Donc, c'est l'écriture des consonnes. Donc, si le Z peut être considéré comme une voyelle, c'est comme s'il était absent. Donc, c'est comme cela qu'on vérifie une étymologie. C'est très, très important. Donc sachez-le bien, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est bien sûr de gauche à droite et de droite à gauche. Bien sûr, nous sommes partis du S, mais tout fonctionne ensemble. C'est pour vous dire que tout fonctionne ensemble. Donc c'est de gauche à droite, du milieu à droite, du milieu à gauche. C'est très très important. Donc il faut savoir que l'étymologie, c'est la base de toutes les écritures, bien entendu, les plus anciennes au monde. Si vous voulez décortiquer les écritures les plus anciennes au monde, il faut savoir qu'il y a beaucoup de déclinaisons. Et donc, pour remonter à la source, vous êtes obligé de comprendre l'étymologie. Donc, on va partir un peu dans l'enfance. Donc, petit cours de CPCE1, souvenez-vous. Devant les lettres MBP, le N devient un M. Champignon, une lampe, un embarquement, emmener encore. Remarque, comme toute règle en français, il y a des déceptions, souvent des dérivés de bon, bonbon, bonhomme, néanmoins. L'exception la plus amusante reste la double exception de embonpoint, qui change le N en M dans la première syllabe, mais pas la deuxième. Donc ils disent à retenir, devant les lettres MBP, le N devient un M. N devient M devant MBP. Donc là, en fait, ils sont en train de dire en fait que le N est égal au M devant MBP, mais il reste des exceptions. Et si on part voir un petit article sur le net, regardez, pourquoi M et non N devant MBP? On reproche souvent à la langue française le décalage qui existe entre l'oral et la transcription de ce dernier. On lui reproche aussi certaines règles qui semblent arbitraire. Parmi ces dernières, celle qui veut que la lettre N soit changée en M devant MBP, appelée la règle MBP, ou chez les jeunes, un nom de footballeur devant un moyen mémotechnique, la règle Mbappé. Donc vous voyez bien que le M et le N, ils ont du mal, bien sûr, à l'expliquer, de comprendre pourquoi mettons un N, pourquoi mettons un M. Car lorsqu'on dit temps, donc quand vous dites temps, T-E-M-P-S, ou que vous dites temps, T-A-N-T, vous voyez que lorsqu'on le dit, on ne voit absolument pas la différence. Et donc là, on voit que le N est égal au M. Et si on va un peu plus loin, si vous regardez dans les langues africaines, les langues les plus anciennes au monde, par exemple pour dire un ancien en lingala, ils vont dire coco ou ils vont dire coco. Donc vous voyez que le N est parti. Ok, donc vous dites coco ou vous dites coco, ça veut dire absolument la même chose. Et si nous partons voir dans les règles africaines, c'est pour vous dire la profondeur, bien sûr, c'est pour vous dire toutes ces profondeurs. Regardez, en lingala, les nasales M et N s'associent aux consonnes pour donner les consonnes nasales. MB, MV, ND, NG, NZ, NGB Brazzaville, MBC, Ndako, Nzala.
Mais il faut savoir que le V, nous allons voir que le V est également équivalent au B. Ok? Car chez les juifs actuels, au lieu de dire un rabbin, ils vont utiliser Rav. Donc à la place du B, ils vont l'utiliser comme un B. Donc en fait, toutes ces règles en question, et vous allez voir aussi que le B est égal au P, mais toutes ces règles en question sont en réalité les règles des langues africaines. Et ça, ils ne vous le diront jamais. Ils vont toujours s'arrêter au grec, bien sûr. Hein. Donc ils vont dire que la langue française vient du latin et du grec, chose qui n'ont pas tort. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du grec, d'où vient le grec, vous allez voir qu'ils vont s'arrêter là. Donc c'est comme si vous êtes en train de dire que les Grecs sont les personnes les plus anciennes au monde. Nous savons que l'écriture vient des Égyptiens. Les Égyptiens sont les hommes noirs, donc forcément l'écriture la plus ancienne au monde, hein, c'est un raisonnement par l'absurde, vient tout simplement de l'homme noir. Donc le M est équivalent au N. Continuons notre petit tour d'étymologie. Donc en hébreu moderne, rabbin se dit Rav, Rov ou Rouv. Donc la racine est RB ou RBB. Mais le B est doublé, donc c'est comme si vous avez qu'un seul B. En réalité, ça ne change absolument rien. Donc c'est pour ça que vous voyez, en niveau moderne, ils disent Rav, Rov ou Rouv. Donc autour de la racine consonantique, c'est-à-dire le RV ou le RB, comme vous voulez, eux, ils rajoutent le A, le O ou le OU, peu importe, ça veut dire exactement la même chose. Et on remarque aussi que le N, en hébreu moderne, vous avez vu, quand on dit rabbin, nous en français, en hébreu moderne, le N a disparu. Eux, ils disent Rav, Rov ou Rouv. Hein. Donc vous voyez bien que le N est considéré là comme un H. Donc là, c'est là que vous savez que votre étymologie est bonne. Hein. Ce que nous avons dit, bien sûr, précédemment sur le N est égal à H, vous voyez bien que c'est confirmé dans d'autres langues. Donc vous voyez bien qu'en fait, que tout se croise. Tout se croise et donc vous savez que votre étymologie est bonne. Nous continuons bien sûr notre tour. Donc le K est égal au G. Par exemple, prenons ce cas en question. Donc quand vous dites Kadhafi, Kadhafi c'est en français. Quand vous dites Kadhafi, c'est avec un K. Mais il faut savoir que dans la version anglaise, eux, ils disent Gaddafi avec un G. Donc le K est égal au G. Et vous avez aussi en arabe, nous, on va dire Khaled. On va dire Khaled. Eux vont prononcer plutôt Khaled. Donc le K, un peu comme un R. Donc vous avez le K qui est égal au R. Ici, le R est égal au L. Il faut savoir que la rivière de Ruvironza est égale à la même prononciation, c'est-à-dire Luvironza, mais là, il y a un L. Donc en anglais, on dit Ruvironza, et en allemand, on dit Luvironza, ou, bien sûr, vous avez radio en français et l'adio en lingala. Donc le R est égal au L. On peut rajouter la chose suivante, c'est que le H est égal au K. Donc prenons l'exemple de Chris ou de Christian. Là, on va prendre Chris par exemple. Hein. Donc on sait que le C est égal au K. Donc que le H soit là ou pas, dans le prénom Chris, ça ne change absolument rien. Donc si on remplace le H par un K ou par un C, ça donne tout simplement la même chose. Donc ça fait C-C-R-I-S-T. Donc on dit tout simplement Chris, c'est la même chose. Hein. Si on va encore plus loin, si on remplace le H par un R, ça donne toujours Chris, donc ça donne toujours la même étymologie. Donc le K est égal au J, est égal au R, est égal au L, est égal au H, donc de gauche à droite, de droite à gauche, du milieu à gauche, du milieu à droite, hein, bien sûr, tout est interchangeable. Donc le H est égal au G, etc., etc. Parce que vous allez voir aussi que le H peut être considéré quasiment comme toutes les consonnes de l'alphabet et comme toutes les voyelles. Hein. Le H est très 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 particulier, parce qu'on ne va pas faire bien sûr toute l'étymologie du monde, hein, parce que sinon... la vidéo va durer bien sûr plus d'une heure. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire toute l'étymologie du monde. Hein. Donc on va ajouter quelques petites bases. Donc le F est égal P. Donc quand on dit Philippe en français, en italien on dit Filippo. Donc le P est égal le F. Hein. Le V est égal au W. Donc comme vous dites wagon, il y a un W mais on prononce comme un V. Le L est égal au D. Donc article indéterminé, article déterminé en français, donc le français va nous expliquer qu'il y a des articles indéterminés déterminés. Donc c'est pour ça que les étrangers, lorsqu'ils apprennent le français, ils trouvent ça beaucoup trop compliqué par rapport à l'anglais, hein. Mais en réalité, ça s'explique par les langues africaines. Le P est égal au F est égal au V, donc père, quand vous dites père, vous dites aussi pater, vader, faveur, donc en fonction de votre langue. Bien sûr, vous voyez que le P égale le F est égal au V, d'où P égale F égale V égale W, car bien sûr on a dit que le V égale au W, donc en réalité tout se croise.
Donc si on va chercher les mots les plus compliqués en français dont les origines sont obscures. Donc on va voir ce fameux mot argot, regardez l'étymologie, apparaît avec le sens des communautés de gueux, langue ou jargon dont ils se servent et qui n'est éligible qu'à ceux de leur cabale, d'origine obscure. Nous répétons, d'origine obscure, plusieurs hypothèses concurrents de arguer ou de ergoter. Et regardez pour le thème argot, on donne plusieurs origines du mot argot, ce qui montre bien que quand on fait l'arbre généalogique du mot, c'est l'inconnu étymologique. Donc c'est d'origine soi-disant obscure. Le mot argot est composé de la manière suivante. Donc c'est la racine consonantique RGT, donc c'est pour ça qu'on met les consonnes en majuscule, pour que vous compreniez. Nous savons que le R est égal au L, le L qui est égal au K, le K est égal au C. Donc le G est égal au K, est égal au L, est égal au R, le T égale le S, égale le Z, égale le D, égale le H. Okay. Quand vous dites argot, le T en français n'est pas prononcé. Mais nous savons que dans d'autres langues, ou dans des langues beaucoup plus anciennes, le T est prononcé. Donc nous allons essayer de voir si dans les langues africaines, il y a un mot qui se rapproche de cette fameuse racine RGT. Donc allons voir du côté des synonymes. Donc c'est très important dans un mot d'aller voir ses synonymes, car vous allez voir la profondeur des langues africaines. Vous allez bien comprendre la profondeur des langues africaines. Donc quand vous tapez synonyme de argot, vous avez langage, tortillage, langue. Donc langage, tortillage, langue, c'est associé à argot. Regardez, il y a un mot en hébreu, c'est rakak. Donc rakak signifie humecter. Humecter, c'est humidifier. Et généralement traduit par pétrir. Donc nous avons vu tout à l'heure que argot est synonyme aussi de torniller. Nous savons que pétrir une pâte, c'est la mélanger pour qu'elle prenne une certaine forme. Donc si on va dans les langues les plus anciennes au monde, Lingala Kikongo par exemple, donc il y a le verbe lingola, dérouler, rassembler, les actions de tortiller. Si on prend la racine de lingola, c'est LNGL. Nous savons que le N est nasal, donc on peut l'enlever. On laisse, ça fait LGL. Nous savons que le L est égal au R. Nous savons que le G est égal au G. Bon, ça bouge pas. Et nous savons que le L est égal au D. Nous l'avons vu. Donc ça fait RGD. Nous savons aussi que le D est égal au T. Donc ça donne RGT. Donc ça donne argot. Continuons dans la profondeur. Lingala. Langue, lingala, ça veut dire parler, proverbe, éloquence, rhétorique. Donc, parler, c'est le langage, la langue, lingala. Et regardez, la racine pareille que tout à l'heure, LNGL, ça donne LGL, RGD, RGT, argot. Et donc là, vous avez le niveau le plus haut, lingissa, lingissi, faire entourer, enrouler, cerner. Donc l'action, bien sûr, de tortiller, tortillage, ça vient de là, lingissa. Et lingissi, interprète. Nous savons que parler argot, c'est parler d'une certaine manière. Donc en fait, c'est le rôle tout simplement de l'interprète, bien entendu. Et donc, les langues africaines vous expliquent comment fonctionnent les langues. Et ça va même très loin. Ça vous explique comment marche aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les synonymes qui veulent aussi dire la même chose, en réalité, sont également composés de la même racine, et le français, l'italien, peu importe la langue que vous parlez, elle ne sera jamais aussi précise que la langue, bien sûr, la plus ancienne, qui sont les langues africaines. Donc la racine, c'est LNGS. Nous savons que le N, il est nasal, donc ça fait LGS. Le L est égal au R, donc on garde RGS. Nous savons que le S qui est égal au T, donc ça fait RGT, ça donne argot. Donc là, vous avez l'étymologie exacte, et en plus, vous avez toutes les branches qui sont également autour. On aurait pu aller encore beaucoup plus loin que ça, mais bien sûr, c'est juste pour vous donner, en tout cas, ces fameux mots qui sont soi-disant obscurs. Les langues africaines vous expliquent avec une exactitude déconcertante comment sont formés les mots. Partons du côté de l'égyptologie, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Étudions un peu les hiéroglyphes. Maintenant, vous avez un peu plus de billes. Souvenez-vous, on avait dit que ces hiéroglyphes étaient un peu complexes,
les hiéroglyphes que nous avons trouvés, ce fameux KM ou KMT. Donc, souvenez-vous, on avait dit que l'égyptologie ne considère pas forcément le T, car pour eux c'est du féminin, donc c'est pas très important de le mettre. Et en plus de l'étymologie qu'on vient juste d'apprendre, nous savons que le T peut être aussi remplacé par un H, hein, donc on peut dire qu'un KMT, c'est la même chose. Donc on va voir juste l'aigle et on va essayer de traduire cet aigle ou cet oiseau ou cette chouette, peu importe, qui nous observe, car nous savons que le terme KM veut dire l'homme noir, donc on va essayer d'aller un peu plus loin que l'égyptologie. Donc, regardez, dans l'égyptologie, cet oiseau est considéré comme une chouette et c'est égal dans l'alphabet latin à M. Donc chouette égale M pour l'alphabet latin. Nous allons avoir une approche différente de l'égyptologie. Vous allez voir comment les hiéroglyphes parlent, comment les détails parlent. Cet oiseau, on a l'impression qu'il nous observe. On a l'impression que si on va de droite à gauche, il est toujours attentif à ce que l'on fait. Okay, on a l'impression qu'il nous guette. C'est l'impression que nous donne, bien sûr, ce hiéroglyphe en question. Car, comprenez-le bien, un hiéroglyphe n'est pas une lettre. Un hiéroglyphe, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sont des idées, des idéogrammes qui vont très loin. Et même quand j'en parle, ça me fait extrêmement peur, car ce que vous appelez les Égyptiens, c'est-à-dire les hommes noirs, avaient une capacité à mettre juste dans un dessin, parce qu'on peut dire ça comme un dessin, hein, toute la signification qu'ils veulent représenter, car c'est eux les premiers de l'écriture. Et vous allez voir juste un aperçu, le fait juste que l'oiseau nous regarde, déjà, ça va faire déjà la différence. Vous allez voir que toutes les positions d'un hiéroglyphe, tout comment il est dessiné, vous donne l'aperçu de la profondeur des hiéroglyphes. Vous n'avez absolument pas idée. Bon, continuons. En Lingala Kikongo, veillez, être attentif, guetter, regarder du coin de l'œil, se dit Kenge. Nous répétons Kenge. Prenons la racine KNG. Nous savons que le G est égal au H. Donc ça fait KN. Le H peut être enlevé. Nous savons que le N est égal au M. Ça fait KM. KM, ça veut dire l'homme noir. Donc déjà, faites une pause. Faites une pause. L'égyptologie, ou en tout cas, ceux qui sont appelés aussi kémites, disent que, donc l'égyptologie dit que ça veut dire la terre noire, nous avons vu que l'égyptologie a tort. Ils aiment bien mentir, ça c'est pas très grave, mais vous avez des kémites qui aiment bien dire ça veut dire l'homme noir. Le hiéroglyphe global, il n'y a pas de problème, mais nous disons juste qu'avec un seul hiéroglyphe, déjà, c'est-à-dire avec l'oiseau qui nous regarde, le fait qu'il nous regarde vous dit déjà que vous êtes un homme noir. Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur des hiéroglyphes? Un seul hiéroglyphe vous dit déjà que vous êtes un homme noir. Juste un seul hiéroglyphe. Et encore, c'est pas fini. Si on prend la racine KNG et qu'on ajoute les voyelles, ça donne King, Congo, roi, berger. Car nous savons, en tout cas pour ceux qui sont pessimistes, nous savons que Congo vient du Congola. Nous savons aussi que le L peut être aussi considéré comme un H, vous avez compris. Donc rassembler, réunir, c'est le rôle de qui? C'est le rôle du roi. De guider, de rassembler. Congo veut dire roi. Et c'est pour ça que nous prenons la langue Lingala et Kikongo. Bien sûr, toutes les langues africaines sont bonnes, sont correctes, mais nous disons que dans une famille, il y a forcément une langue qui est la plus ancienne au monde. Et nous disons que la langue la plus ancienne au monde est le Lingala et le Kikongo, car le terme Congo veut dire roi. Le rôle du roi, c'est de guider. Guider, c'est d'enseigner sa sagesse. Et donc son écriture. Toutes les langues, nous répétons, toutes les langues africaines sont bonnes. Toutes les langues africaines sont bonnes, bien sûr. Mais nous prenons le Lingala et le Kikongo car nous disons que c'est la langue, sûrement, nous ne sommes pas devins, mais c'est sûrement la langue la plus ancienne au monde. Mais, c'est pas trop le sujet, mais soyez concentrés. Un seul hiéroglyphe, est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de dire? Un seul hiéroglyphe, vous dites déjà que vous êtes un homme noir, donc vous dites KM, alors que l'égyptologie dit que ça veut dire que M, hein.
Vous dites Caïn, vous dites déjà que vous êtes un homme noir. Vous dites que vous veillez, vous êtes attentif, vous regardez du coin de l'œil. Donc le rôle du roi, du guetteur. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes un homme noir et vous êtes le roi. Et que vous êtes attentif à tout. Est-ce que vous vous rendez compte avec un seul hiéroglyphe? Et encore, nous ne sommes pas allés très loin. On n'est pas allé très loin pour l'instant. Mais c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Avec un seul hiéroglyphe, nous allons déjà beaucoup plus loin que l'égyptologie et nous allons déjà plus loin que notre frère Cheikh Anta Diop. Juste avec un seul hiéroglyphe. Imaginez-vous lorsqu'on va vous faire lorsqu'on va vous décortiquer les hiéroglyphes d'Osiris, de Amon, peu importe, de Kemet ou de Kem comme vous voulez. Là, c'est juste un aperçu. Et on ne rentre même pas en profondeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Même moi, je suis abasourdi quand j'attaque les hiéroglyphes tellement c'est profond. Ça va très, 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 très loin. Et c'est... Même moi, j'en suis bouche bée. J'en suis complètement bouche bée. Nous ne critiquons pas le travail d'égyptologie qui a été un travail de traduction. Ce qu'ils ont fait est bien. Ce qu'ils ont fait est même... C'est du très bon travail. Mais en négligeant les langues africaines, c'est-à-dire les langues des Égyptiens, vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les connaissances qu'ont l'égyptologie. Nous ne disons pas que nous avons toutes les connaissances de l'égyptologie, hein, bien sûr, c'est pas ce que nous disons, mais nous disons que en rejetant la langue africaine, c'est-à-dire la langue noire, c'est-à-dire la langue la plus ancienne au monde, vous rejetez tout simplement les secrets que révèlent les hiéroglyphes. Donc, pour les hiéroglyphes et pour l'étymologie, on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, car pour les hiéroglyphes, on pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est intéressant, tellement c'est profond, et tellement ça fait trembler, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas, on étudiera pas mal de hiéroglyphes, c'est le rôle tout simplement de la chaîne, hein, Osiris, Amon, Mat, bon bref, pas mal tout simplement de ce que, soi-disant, l'égyptologie appelle des dieux, soi-disant, bien sûr, hein. Et nous allons aussi partir du côté biblique car la Bible est africaine. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas parce que la Bible a été retrouvée en grec que la Bible est grecque. Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que nous disons. Faire disparaître les documents originaux, c'est facile, mais juste en regardant la Bible et juste en observant, nous savons que la Bible est africaine. Et nous avons également vu que les Arabes étaient noirs. Donc, ils se définissaient comme Cap, donc l'Arabie était aussi noire, donc le Coran est aussi aux hommes noirs, bien sûr à l'origine. Comprenez très bien ce que nous disons. Ce que nous disons, bien sûr, c'est que le hiéroglyphe et langue africaine, en tout cas, l'homme noir possède les hiéroglyphes, il possède la Bible et il possède aussi le Coran. C'est ce que nous sommes en train de dire, et les trois sont bien sûr un même corpus. Donc l'écriture biblique est en réalité l'écriture hiéroglyphique, et l'écriture coranique est aussi une écriture hiéroglyphique. Donc c'est l'écriture africaine. Donc après, je sais très bien que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents de ce genre de phrase, mais c'est tout simplement la vérité. Nous vous l'avons prouvé plus d'une fois, et vous allez voir, lorsqu'on va étudier les mots, on va étudier Moïse, donc on va étudier Jésus, on va aller Mohammed, on va du côté hiéroglyphe Osiris, on va aller très très loin partout, le mot France, le mot Antilles, on va aller le mot Portugal, bon, on va aller vraiment dans tous les sens, on va essayer bien sûr d'aller partout, on va essayer aussi d'agrandir notre carte. Là on a découvert bien sûr le vrai emplacement de Assyrie, donc Assyrie est en Afrique, on va essayer de voir où est Babylone, où est Moab, où est la Syrie. Nous avons déjà vu les 4 fleuves, l'Euphrate, Hiddekel, Pichon, Gihon. Donc là, c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà quand même un sacré travail de recherche. Et donc là, la prochaine vidéo, on va attaquer 2 termes qui me paraissaient importants. C'est-à-dire qu'on va aborder le terme Inde et le terme arabe. Car si vous demandez à un hindou ou un indien, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même chose, que veut dire le mot Inde? Ils sont incapables de vous répondre. Ils vont vous dire que ça veut absolument rien dire. Si vous avez des hindous, bien sûr, posez-leur la question, vous allez voir. Ils vont vous dire que c'est le néant, qu'ils ne savent absolument pas ce que veut dire le mot Inde. Et donc, nous allons voir en réalité que veut dire le mot Inde. Et le mot arabe aussi, également, même si la communauté d'aujourd'hui n'est pas la communauté originelle, car nous savons que les Arabes sont
noir à l'origine, mais ça c'est pas très grave. Mais si vous demandez à un arabe aujourd'hui de nous traduire que veut dire le terme arabe, c'est le néant. Donc on va aborder bien sûr ce terme. En tout cas, nous allons aborder les deux termes suivants, Inde et arabe, en mettant aussi le terme aussi Soudan. En même temps, on va mettre aussi le terme Soudan, même si tout le monde sait que veut dire Soudan, mais il y aura aussi le terme Soudan à l'intérieur. Donc, j'espère que le contenu vous a plu. C'était Inichi Renela. Je vous dis à la prochaine. Ciao.